Bonsoir à tous. Le mouvement Spirit francophone et la Fédération Spirit française sont très heureux de vous accueillir à nouveau ce soir pour cette conférence virtuelle qui fait partie du programme de conférences virtuelles que nous avons mis en place au niveau de ces fédérations. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Morissette Ruchot, qui est présidente du Centre Spirit Résonance à Dunkerque et qui est aussi membre du conseil d'administration de la Fédération Spirit française, et donc qui nous donnera une conférence sur la famille et l'adolescence. Voilà. Alors, bonsoir Morissette. Bonsoir à tous. Eh ben, Morissette, je crois qu'on va pas attendre plus longtemps. On va peut-être juste faire une petite évocation aux bons esprits, hein, pour leur demander de l'assistance pour ce travail, pour cette conférence, qu'ils puissent t'inspirer pour pouvoir passer ces messages sur ce sujet qui est si important pour l'humanité, et notamment cette période actuelle de Covid où les choses sont un petit peu chamboulées, et où il est important de veiller à ces aspects que tu vas développer dans cette conférence. Voilà. Donc, merci. Et Morissette, sans plus, je te passe la parole. Merci beaucoup. Merci Charles. Donc, comme ça vous a été présenté, cette conférence va parler de la famille et de l'adolescence, mais aussi ce que représente la famille dans la philosophie spirit, en fait, l'importance de la famille au niveau de la philosophie spirit. Donc, dans l'enseignement spirit, il est difficile d'aborder le sujet de l'adolescence et de la famille sans celui de la réincarnation. Une famille peut se constituer par amour, par affinité sociale, religieuse, politique ou par obligation. C'est également différentes générations et une histoire. Nous pouvons donc parler d'une identité familiale et de cellules familiales. La cellule familiale ou la famille représente un groupe qui, en fonction des époques, de la société, des traditions et des cultures, se construira de différentes façons. Et ceux qui composent la famille vont donc tracer la trajectoire des nouveaux arrivants en leur transmettant des valeurs morales, des idéaux, des croyances et des comportements. Ils auront donc une influence importante sur la structuration de la personnalité de l'enfant. En effet, c'est sur ces fondations, les fondations du groupe et de l'exemple de ce groupe, de ceux qui le composent, que développera sa capacité d'aimer. La philosophie spirit, dans son enseignement, dépasse les limites terrestres et nous emmène beaucoup plus loin. Elle nous explique que dans l'au-delà, les esprits forment des groupes ou des familles unis par l'affection, la sympathie et la similitude des inclinations. À cela, elle ajoute, bien avant leur existence actuelle, les êtres constituant une famille se sont connus dans des vies antérieures. Elle dit aussi que nous ne naissons pas par chance ou malchance dans une famille et que nos enfants ne nous sont pas confiés par hasard. Par conséquent, ce qui réunit aujourd'hui les êtres d'une même famille va bien au-delà des liens du sang et des affections terrestres. Il y a eu un avant, il y a un pendant et il y aura un après. Cette nouvelle existence terrestre
n'est donc qu'un épisode supplémentaire pour la vie de l'esprit. Voilà un peu les liens familiaux. Donc, la constitution de cette nouvelle famille trouve ses racines dans le monde spirituel, puisqu'elle a eu un avant. Et cela, quels que soient les liens qui unissent ses membres. Pour chacun d'eux, l'objectif est identique. Dans l'amour, dans l'épreuve ou dans le pardon, l'esprit s'est incarné pour progresser. Mais voyons les liens qui unissent les familles. Donc nous avons les familles unies par les liens spirituels. Celles-ci se fortifient et se perpétuent. Ce sont des familles dans lesquelles règne l'harmonie et l'entente. Ces esprits, heureux d'être ensemble, se recherchent. Souvent même, ils se suivent dans l'incarnation, où ils sont réunis dans une même famille ou dans un même cercle, travaillant ensemble à leur mutuel avancement. Dans ces familles constituées par affinité, les tâches et les responsabilités sont partagées. Chacun contribue au bonheur de l'autre. Il y règne donc le respect et l'amour. Par affection, ces âmes ont choisi de se retrouver dans une nouvelle incarnation terrestre. Il va y avoir des tensions, certes, mais elles sont gouvernées par un profond désir de perfectionnement, associé au sentiment d'amour. Ensemble, elles progressent. Et après chaque existence, elles ont fait un pas dans la voie de la perfection. De moins en moins attachées à la matière, leur affection est plus vive par cela même qu'elle est plus épurée, qu'elle n'est plus troublée par l'égoïsme ni par les nuages des passions. Elles peuvent donc ainsi parcourir un nombre illimité d'existences corporelles sans qu'aucune atteinte soit portée à leur mutuelle affection. Il est bien entendu qu'il s'agit ici de l'affection réelle d'âme à âme, la seule qui survit à la destruction du corps physique. Quant aux personnes unies par le seul mobile de l'intérêt, elles ne sont réellement rien l'une à l'autre. Elles vont former le second groupe de familles, c'est-à-dire les familles unies par les liens corporels qui s'éteignent et se dissolvent. Nous y retrouvons la famille conflictuelle où règne la mésentente. Les membres qui la composent ne se sont pas obligatoirement connus dans une existence passée. Il n'y a pas chez eux les liens d'affection et d'affinité. Nous savons tous ce que doit être une famille, surtout si celle dans laquelle nous avons grandi était conflictuelle, absente ou dissoute. Mais Dieu, dans toute sa sagesse, permet à des esprits antipathiques ou étrangers de s'incarner dans des familles dans le double but de servir d'épreuve pour les uns et de moyen d'avancement pour les autres. Donc les individus qui vont composer cette famille cohabitent sous le même toit et sont souvent des étrangers les uns pour les autres. On a parfois même le sentiment que rien ou peu de choses les unit. L'amour maternel est parfois inexistant. Dans ces foyers, il n'y a pas ou peu de communication. Chacun vit sa vie sans se préoccuper de l'autre. Les parents, s'ils forment encore un couple, attendent parfois avec impatience que leur enfant fête ses 18 ans afin de les renvoyer. Néanmoins, dans ces familles, les liens, bien qu'ils soient fragiles et récents,
peuvent aussi évoluer et se consolider. Et au-delà des simples conflits que nous retrouvons dans ces familles, que dire des drames familiaux? Lorsqu'on voit des enfants violents avec leurs parents, des parents violents avec les enfants, des actes incestueux. L'Évangile selon le spiritisme apporte une réponse. L'esprit se trouve en relation avec les mêmes personnes afin de réparer le mal qu'il leur a fait. S'il reconnaissait en elle celle qu'il a haïe, sa haine se réveillerait peut-être. À l'écoute de certains faits révélés par les médias, il est vrai qu'il est difficile de ne pas juger les coupables et de faire preuve d'indulgence. Tous, nous réagissons en être humain, c'est-à-dire avec compassion pour la victime. Cependant, si la victime, le bourreau et nous-mêmes avions accès aux vies antérieures et connaissions les plans divins, l'effet trouverait sa cause. Et ce qui nous semble injuste et qui engendre la colère, la haine, disparaîtrait. Parce que nous aurions une réponse à toutes ces injustices. Quant aux analogies ou dissemblances qui caractérisent les membres d'une même famille, enfants et parents, les guides répondent: les esprits sont éloignés les uns des autres temporairement et changent de milieu pour acquérir des aptitudes nouvelles. En résumé, quel que soit le contexte familial, les membres devaient se rencontrer. Il n'y a absolument pas de hasard. Tout ici a sa raison d'être. Et tous, nous sommes à notre place. Dans ce que je viens de dire, nous pouvons aussi constater que les liens du sang n'ont pas une réelle valeur spirituelle dans la famille. Donc cela nous amène à la question de savoir qui est bébé. Pour Gabriel Delanne, à chaque naissance, c'est un être déjà ancien qui reparaît. Le bébé n'est donc pas, comme on le croit souvent, un être nouveau et innocent. Cette petite personne est en réalité un esprit ayant traversé ses incarnations successives. Il a donc un long passé à son actif. Il n'est donc pas rationnel de considérer l'enfance comme un état d'innocence. L'enfant qui vient de naître dans une famille, ce petit être totalement dépendant de son environnement, est peut-être un esprit plus évolué spirituellement et moralement que ses parents. Nous ne savons absolument pas qui occupe ce petit corps. D'où vient cet esprit? De quel plan spirituel vient-il? À la question 379 du livre des esprits, il est écrit: l'esprit qui anime le corps d'un enfant est-il aussi développé que celui d'un adulte? La réponse est: il peut l'être davantage s'il a plus progressé. Bébé est peut-être donc l'être aimé ou l'ennemi d'hier, ou encore un esprit étranger ou rebelle. Et c'est cet esprit que nous accueillons dans notre famille. Donc, peu importe la raison de son incarnation,
qu'il soit réincarné par choix, par affinité, pour pardonner ou se faire pardonner, par amour ou par obligation, il est simplement là pour évoluer et travailler. Il est là aussi pour progresser, mais aussi faire progresser. L'enfant sera éduqué, certes, mais l'esprit renaît avec des attitudes et certaines tendances qui vont sculpter et tailler la famille. Les uns les autres vont donc travailler. Donc, quelle que soit l'âme qui anime le corps de bébé, les parents ont toujours la mission et le devoir de l'éduquer et de lui apporter l'amour indispensable à son développement. Les guides ne parlent pas d'un amour qui cède à tout, mais d'un amour vrai et responsable. Un amour fait d'exemples, mais aussi de limites. Il faut toujours se rappeler une chose, c'est que ces esprits sont venus vers nous afin que nous les aidions à vaincre leurs défauts et les préparions au devoir de la vie. Il est important d'avoir toujours en mémoire ce que nous sommes. Nous sommes un esprit dans un corps physique. D'où nous venons? Nous venons d'un plan spirituel et où nous allons? En fonction du travail que nous allons faire sur cette terre, nous allons peut-être changer de plan spirituel. Il est donc important de considérer ce bébé pour ce qu'il est et ce qu'il doit devenir. Un sujet responsable dans sa vie. Pour cela, il va falloir être attentif au comportement de cet enfant. Et cela dès son plus jeune âge. Nous pouvons lire ici, donc, dans le livre des esprits, à la question 383, quelle est pour l'esprit l'utilité de passer par l'état d'enfance? La réponse est l'esprit s'incarnant en vue de se perfectionner est plus accessible pendant ce temps aux impressions qu'il reçoit et qui peuvent aider à son avancement, auxquelles doivent contribuer ceux qui sont chargés de son éducation. On comprend là que le stade de l'enfance et l'amnésie facilitent la tâche et le travail des parents. Durant les premières années de la vie, les idées qui forment le caractère de l'esprit sont assouplies. Il sera donc beaucoup plus souple aux impressions et à l'éducation qui peuvent modifier sa nature. Ensuite, il serait plus difficile pour une maman ou un papa d'apporter toute son attention, son amour, sa patience, son pardon, sa tendresse, si elle avait connaissance du passé de ce petit ange qu'elle tient dans les bras, de ce bébé que la famille vient d'accueillir. Donc voyons maintenant le portrait de l'adolescence et pourquoi notre petit ange se change en Mr. Hyde à l'adolescence et pourquoi la famille se trouve embarquée sur des montagnes russes. L'adolescence est un processus naturel. C'est un passage obligatoire. Elle constitue une phase indispensable au développement de l'être humain. C'est une période plus ou moins difficile qui se présente comme une métamorphose gouvernée par des schèmes prédéterminés. Pour masquer cette étape de la vie, certaines cultures pratiquent des rites de passage, possédant une dimension symbolique.
nous en trouvons également chez nous, avec par exemple la communion solennelle et la retraite des 3 jours, qui représente la première séparation avec la famille. Avant, il y avait l'armée. Aujourd'hui, les jeunes, ça est remplacé par la journée de défense et de citoyenneté. Il y avait aussi les certificats, les brevets, les bacs, enfin, tous les diplômes. Tout ça faisait partie des rites du passage de l'adolescence à la vie d'adulte. Mais malheureusement, aujourd'hui, ces rites de passage qui marquaient la fin de l'adolescence disparaissent. Et le jeune n'est plus conduit symboliquement. Ce jeune était conduit par la famille, par son père aussi parfois. Donc, cette étape nécessaire à la construction de la personne conduit l'enfant dans un no man's land. Il est dans un espace de transition et de transformation dans lequel il abandonne le monde de l'enfance pour rentrer dans les horizons incertains de la vie d'adulte. C'est un temps dans sa vie où il essaie de se découvrir sexuellement, de découvrir ses limites, de se remettre en question et de travailler son détachement de la cellule familiale pour prendre son autonomie. Et à Winnicott, j'aime beaucoup cette phrase. C'est « Vous avez semé un bébé et vous récoltez une bombe, même si cela n'apparaît pas toujours. » En effet, l'adolescence, c'est ça. C'est une explosion. C'est une réorganisation physique, psychologique et psychique. Elle est là pour donner naissance à un nouveau sujet. Et comme ce n'est pas une copie conforme ou une prolongation des parents qui doit apparaître, cette transformation ne se fera pas sans heurts, sans souffrance et sans conflit. Donc c'est pour ça que nous parlons de crise de l'adolescence. Il y aura des disputes spectaculaires, des insultes, de l'intolérance, des incompréhensions. Et cette crise va entraîner la famille entière dans une remise en question. Les parents vont devoir revoir leurs principes d'éducation, revoir certaines règles, développer de nouvelles aptitudes et d'une certaine façon travailler le lâcher-prise et aussi la confiance. Et c'est sans couper l'herbe sous les pieds de leur enfant que les parents devront y faire face et lui faire face. Pour cela, il est important de relever le challenge de l'adolescence, sans pour autant tout accepter. Il veut la liberté, mais la liberté, ce n'est pas de tout laisser faire. Il faudra donc l'accompagner avec autorité. Et si cette période est un passage normal, cela veut dire qu'elle fait partie de notre processus de développement et que Dieu nous a conçus pour passer par cette étape, aussi douloureuse qu'un deuil. Retenez cela, c'est important. Il est normal que cette étape soit parfois une période d'affrontement, de confrontation et de prise de risque. L'adolescence est une crise identitaire. L'adolescent a besoin d'aide pour pouvoir rentrer dans la responsabilité. Et là, je vous conseille de lire un très, très bon livre pour moi de Françoise Dolto, mais il est assez ancien. C'est Le complexe du homard. Et donc, souvent, lorsque nous avons des jeunes qui sont en pleine crise, je pense que beaucoup de parents passent par là,
on se culpabilise, on se demande si on a bien fait ou qu'est-ce que nous n'avons pas fait. Et ce livre vient, donc, comme je l'ai dit, nous déculpabiliser. Voilà, parce que quand on est face à cette crise, si on ne la comprend pas, si on n'a pas les, comment dire, si on n'a pas les bonnes informations, ben, la culpabilité va se mettre sur nos épaules et nous allons la porter. Alors que non, elle est tout à fait normale. Voilà. Et que c'est un passage qui est aussi tout à fait normal. La crise sera beaucoup plus ou moins importante en fonction des jeunes, bien sûr, mais c'est une période normale. Comme il y a d'autres crises dans la vie, hein, la crise de la quarantaine aussi. Hein. Donc, je continue. Et sachez également, donc, oui, que durant son existence, l'homme va rentrer dans plusieurs crises ou états dépressifs. On a l'enfance, on a l'adolescence, et comme je vous l'ai dit, l'adulte avec la crise de la quarantaine. Mais aussi, il y a cette crise de l'entrée dans la vieillesse. Vous voyez, donc l'être humain passe par plusieurs crises. Et à chaque fois, ces crises vont amener un travail de deuil. Chez l'adolescent, il voudra tout cacher, il ne va pas aimer son corps, plus rien ne va tout va le déstabiliser en fait. Voilà. Il va devoir se chercher et comme je l'ai dit, chercher ses limites aussi. Mais là, il faudra vraiment l'accompagner parce que il doit les trouver tout seul, mais il faut quand même garder un regard sur ses comportements, sur ses actions, etc. Donc, qu'est-ce que nous dit la philosophie spirite sur ce changement de caractère? À la question 385 du livre des esprits, cette question nous éclaire sur ce sujet. Donc, d'où vient le changement qui s'opère dans le caractère à un certain âge, et particulièrement au sortir de l'adolescence? Est-ce l'esprit qui se modifie? Là, les guides ont répondu que c'est l'esprit qui reprend sa nature et montre ce qu'il était. À la période de l'adolescence, l'esprit reprend en quelque sorte son caractère et va dévoiler ses imperfections. Même si nous avons élevé notre enfant dans l'exemple et l'amour, nous ne connaissons pas tout de lui. Nous ne connaissons pas le secret que cache l'innocence. Nous ne savons pas qui il est, ni celui qu'il a été, ni celui qu'il doit devenir. C'est aussi pour cette raison que dans une fratrie, bien qu'ayant reçu une éducation identique, des soins, une attention et des exemples, certains enfants se différencieront les uns des autres. Parfois, dès le plus jeune âge, se dévoilent aux parents des petits génies, des caractères rebelles ou des petits polissons capables de mentir et capables de pires accusations. À l'âge de l'adolescence, lorsque le caractère ancien reparaît, l'enfant restera bon si sa nature profonde est orientée vers le bien. Donc, pourquoi des parents bons et vertueux, la question 209, pourquoi des parents bons et vertueux donnent-ils naissance à des enfants de nature perverse? La réponse est: un mauvais esprit peut demander de bons parents dans l'espérance que leur conseil le dirigera dans une voie meilleure. Et souvent, Dieu le leur confie. Si l'éducation n'est pas toujours responsable du caractère de l'adolescent, puisque l'esprit arrive sur cette terre avec ses imperfections et ses qualités, bien sûr, la cause va se trouver donc dans les vies passées de l'esprit. Donc, d'un point de vue
psychologique, physiologique et spirituelle, l'adolescence est, comme nous l'avons vu, une période importante, mais aussi très délicate dans la vie. Donc, quel est le rôle et le devoir des parents? Et là, j'aime beaucoup ce slide parce que c'est ma fille et mon petit-fils et je suis fière de la mère qu'elle est devenue. À la question 582, peut-on considérer la paternité comme une mission? Les esprits répondent, c'est sans contredit une mission. C'est en même temps un devoir très grand et qui engage plus que l'homme ne le pense. Les parents ont des devoirs et des responsabilités envers cette âme, cet enfant. Dieu leur a confié afin qu'il soit aidé et aimé. Il est là pour s'améliorer. C'est dès son plus jeune âge que les parents devront lui inculquer les véritables valeurs. Et si la tâche se transforme en épreuve et source de chagrin, rappelez-vous, il n'y a pas de hasard. Léon Denis, dans le livre Après la mort, nous dit qu'il est important d'éveiller chez l'enfant les premières aspirations au bien. Pour redresser un caractère difficile, il faut à la fois de la persévérance, de la fermeté, une tendresse dont le cœur d'un père ou d'une mère est seul susceptible. Donc, quel que soit le caractère de l'enfant, les parents devront toujours faire de leur mieux et aller jusqu'au bout. Et cela sans le dévaloriser, sans l'étiqueter d'incapable, d'arrogant, de menteur. Sinon, il deviendra ce que nous disons de lui. Et avoir ces attitudes, c'est prendre le risque d'enfermer cet enfant définitivement dans une image négative. Nous devons comprendre qu'il est comme cela, mais qu'il n'est pas juste cela. Il a, comme en chacun de nous, quelque chose de bon en lui. Et cela, qu'on en ait conscience ou pas. Le regard que nous portons sur lui est donc extrêmement important. Ce regard sera un cadeau ou du venin. Il l'encouragera ou l'abaissera. Sans nourrir l'orgueil, la valorisation est donc importante pour l'image de soi. Et cet enfant en a besoin, surtout l'adolescent. Ce n'est pas en pointant constamment ses faiblesses qu'il comprendra les choses ou acceptera les règles. Cette attitude ne nous mettra pas à l'abri des échecs. On voit aussi dans cette dernière phrase qui est à l'écran, c'est qu'il est important dès le plus jeune âge de l'enfant d'être attentif à son comportement. On l'a vu, il y a des jeunes qui vont nous montrer donc des qualités. Développons ces qualités et travaillons. Si c'est un enfant qui est très colérique, essayons donc d'apaiser ses colères. Donc, question 208. L'esprit des parents est-il sans influence sur celui de l'enfant après sa naissance? Il en a une très grande. Comme nous l'avons dit, les esprits doivent concourir au progrès les uns des autres. Eh bien, l'esprit des parents a pour mission de développer celui de leur enfant par l'éducation. C'est pour lui une tâche. S'il faillit,
il est coupable. Ici, c'est un proverbe donc, que j'ai trouvé dans la Bible. Instruis ton enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc, si vous demandez aux adolescents quels sont les grands piliers de la vie, pour la plupart, ils répondront la famille, le respect et l'entraide. Notre société actuelle est enfermée dans le matérialisme. Elle représente difficilement ces valeurs. Pourtant, les enfants, ils sont conditionnés dès leur plus jeune âge afin de devenir des objets utiles. Notre société est basée sur la réussite au détriment de l'épanouissement personnel et spirituel de l'individu. Alors que la famille devrait être un cocon rassurant, un lieu de partage, de soutien, de parole, d'exemple et d'exemplarité, elle est souvent elle-même en crise et éclate. Les parents sont épuisés par un quotidien de plus en plus difficile et précaire. Leur rôle et leurs devoirs se dégradent et l'éducation s'y faufile. Les enfants et les adolescents, emportés dans la tournade de plus en plus vite, n'ont plus de repères et se trouvent totalement déracinés. L'adolescent, même s'il ne le formule pas, a besoin, pour rentrer dans la dimension d'adulte, de modèles et de repères solides auxquels il pourra s'accrocher. Ces repères ne sont pas les limites qui lui sont imposées, et c'est aux parents de fournir ces balises. C'est le cadre qui permettra à l'adolescent de se cogner dessus, donc de se construire. Pour cela, il faut que la famille soit solide et unie, et que la société retrouve quelques valeurs. L'adolescent a besoin de cohérence et d'authenticité pour mettre du sens à la vie. Être parent, pour ceux qui ont des enfants, nous le savons, c'est une tâche qui est très difficile et parfois épuisante. Il n'est pas toujours facile de trouver les solutions et les moyens d'armer au mieux nos enfants pour l'aventure de sa vie. Mais faut-il se culpabiliser devant ce que l'on croit être un échec? Personnellement, j'ai envie de vous dire non, car la culpabilité paralyse et nous empêche d'avancer. Par contre, à chaque instant, il faut se remettre en question, voir ce que l'on peut faire de mieux pour nos enfants. Et si nous sommes en difficulté, il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide. Il n'y a pas d'école pour les parents. Et en tant que spirit, nous pouvons nous appuyer sur l'enseignement de la philosophie kardéciste. Si nous donnons à notre enfant une éducation spirituelle, en plus de l'éducation de la matière, nous trouverons une harmonie au sein de la famille qui conduira à l'harmonie universelle. L'éducation que l'on va donner trouvera ses racines dans l'éducation et l'amour que nous avons reçu de nos parents. On a l'impression que les choses se transmettent. Elles se modifient, elles s'améliorent, mais les bases se transmettent. Parce qu'eux-mêmes l'ont reçu de leurs parents.
Donc, l'éducation, c'est une éducation qui est faite d'essais, d'erreurs, d'expériences, de maladresse, et tout ça associé à beaucoup d'amour et de bonnes intentions. Comme nous l'avons vu, le caractère de l'enfant n'est pas obligatoirement dû à une mauvaise éducation. Se dire pendant des heures que nous aurions dû avoir plus d'autorité lorsqu'il était jeune ne sert à rien d'autre qu'à nous faire perdre du temps. En ayant ce comportement, nous risquons de passer à côté de ce que nous pouvons encore faire pour lui. Être parent, c'est aussi travailler sur son orgueil. C'est accepter de ne pas vouloir tout maîtriser. L'enfant devenu adolescent est incarné également pour travailler sur lui et pour cela, il a le libre arbitre. Cet esprit incarné dans notre famille est là pour apprendre et vivre ses expériences afin d'accomplir son chemin de vie. Chemin de vie qui sera fait de réussite et d'échec, de recommencement, de réparation et de pardon. Donc notre mission, c'est d'être l'exemple d'une autorité morale et spirituelle. Et quant au devoir, c'est le courage fait par amour. Car seule la force de l'amour permettra le changement. Et de faire aussi de ce petit héros du monde spirituel, du monde virtuel, un héros dans la vie d'adulte, c'est-à-dire un esprit qui aura évolué et atteint les objectifs de son incarnation. Donc si l'enfant tourne mal, malgré les soins de ses parents, ceux-ci sont-ils responsables? Non. Mais plus les dispositions de l'enfant sont mauvaises, plus la tâche est lourde et plus grand sera le mérite si les parents réussissent à le détourner de la mauvaise voie. Si un enfant devient un bon sujet malgré la négligence ou les mauvais exemples de ses parents, ceux-ci en retirent-ils quelques fruits? Dieu est juste. Donc, les enfants sont les hommes et les femmes de demain. Nous vous aspirons à un monde meilleur. Nous voulons que notre monde change. Nous avons toutes les clés en main pour cela. C'est l'éducation. C'est éduquer les enfants avec amour, en donnant l'exemple et en enseignant les valeurs morales et spirituelles. Winnicott nous demande de faire confiance à l'adolescence. Il nous dit « Laissons les jeunes changer la société et enseigner aux adultes comment voir le monde d'un œil nouveau. » Et pour cela, ces jeunes ont besoin d'un pilier. Et les piliers, ce sont les valeurs morales. C'est cet enseignement-là et spirituel, c'est ces enseignements-là qui vont aider ce jeune à s'accomplir dans la vie et à traverser aussi cette existence malgré ses épreuves, en allant chercher au fond d'eux les forces nécessaires pour ne pas sombrer. Voilà.
Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Charles, Charles, Ah on ne oui, t'entend pas. Voilà, oui, on ne merci t'entendait pas. beaucoup, Marie-Cette, hein, désolé pour ce petit contretemps, pour cette excellente conférence que j'ai bien aimée. C'est des sujets que j'aime beaucoup parce que ça me concerne, puisqu'on a un adolescent à la maison et Mm. c'est pas toujours simple, mais bon, voilà. Euh, L'essentiel, c'est de faire ce qu'on peut, de considérer ça comme étant quelque chose, je dirais, de normal et puis d'y faire face au mieux. Alors, Morissette, il y a eu une question. Alors, c'était assez vers le début, donc je vais l'afficher à l'écran. Qu'en est-il des familles d'accueil en protection de l'enfance? Est-ce que c'est aussi planifié sur le plan spirituel? Je ne pense pas. En fait, si vous voulez, il va y avoir lorsque l'enfant va être placé en famille d'accueil, c'est parce que les parents sont en difficulté. Vous voyez, donc ça va simplement amener une aide provisoire à cet enfant. Voilà. Après, par rapport à si vous parlez de famille d'accueil, donc famille d'adoption ou autre, là, je pense que oui, ça devait être planifié. Merci Morissette. Alors, une deuxième question de la même personne, Étienne Martin. Donc, peut-on dire que c'est à l'adolescence que l'esprit retrouve sa vraie personnalité ou l'avait-il déjà avant? Alors, oui et non. En fait, je ne sais pas, mais lors de la conférence, je vous ai expliqué que à partir de 7 ans, vous voyez, on va commencer même avant, hein, dès le tout jeune âge, il y a la personnalité de l'enfant qui peut déjà se manifester. Donc, c'est à nous, en tant que parents, à être attentifs. Vraiment, il y a des choses qu'on va considérer comme normales ou assez marrantes. Hein, lorsqu'un bébé va faire une bêtise ou va avoir tel comportement, mais non, c'est pas normal. Il faut simplement rectifier doucement ce comportement. Vous voyez. Donc, c'est vrai qu'à la crise de l'adolescence, ça va être compliqué et que cette personnalité, ben, de l'esprit va peut-être, comment devenir une bombe, hein, comme je l'ai expliqué. Mais il y a la crise aussi qui fait partie de l'évolution normale de l'être humain. Vous voyez, donc il peut y avoir deux choses. Hein, mais il est important d'être attentif au comportement de l'enfant dès son plus jeune âge. Donc il l'avait déjà avant, hein, puisque c'est un esprit ancien qui se réincarne dans le corps de ce nouveau-né. Donc cette personnalité était déjà en lui. Et donc, on peut considérer qu'en fait, dans l'enfance, elle est encore en quelque sorte un peu masquée, hein, un peu voilée, C'est ça. et qu'à Oui. l'adolescence, en fait, elle refait surface, quoi. Le vrai caractère de l'esprit qui est incarné se voit plus, se voit mieux, même s'il y a déjà des prémices dès l'enfance, hein, c'est bien ça. D'accord. Alors, il y a eu une autre question qui a été posée, c'est donc l'adolescent, quand il arrive dans cette adolescence, il y a cette crise, comme tu l'as bien expliqué, où donc l'adolescent veut affirmer sa personnalité et donc quelque part prend un peu des distances par rapport à ses parents, ou il passe par cette phase de contestation, du non systématique, etc. Donc, quels sont les conseils à donner aux parents quand l'adolescent, en fait, les écoute plus
est-ce que ils peuvent chercher de l'aide, est-ce qu'il faut qu'ils cherchent de l'aide extérieure ou quel est le meilleur Voilà. comportement à avoir? Alors, donner des conseils sur le meilleur comportement à avoir, c'est difficile parce que c'est vraiment chaque situation est différente. Voilà. Donc, la seule réponse que je pourrais avoir par rapport à ça, c'est que lorsque c'est difficile, parce que parfois c'est extrêmement difficile, voilà, il y a des jeunes qui sont très compliqués, ils peuvent facilement donc se laisser piéger dans l'alcool, la drogue, etc. Donc, il faut vraiment que les parents n'aient pas peur de se faire aider. Hein, nous avons beaucoup de chance en France, c'est d'avoir des organismes, organismes sociaux où il peut y avoir une prise en charge de la famille. Il n'y a pas de honte, ce n'est pas un échec. Hein, si on recherche de l'aide, c'est que c'est par amour pour cet enfant. C'est pour essayer de l'aider, de lui faire comprendre certaines choses. Et parfois, les messages que nous, en tant que parents, nous allons essayer de faire passer, passeront mieux par un intermédiaire, par une personne extérieure à la famille. Vous voyez, donc, et ça amène moins de conflits. Voilà, l'aide amène moins de conflits au sein du foyer. Il y aura peut-être plus, le message sera peut-être plus accepté par le jeune. Mmh. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit dans la conférence, en fait, il faut jouer un peu avec les brides. Voilà. Cet enfant a besoin, donc il faut parfois lâcher la bride et puis des fois resserrer la bride. Mais donner vraiment un conseil, c'est très difficile. Oui. Il faudrait déjà connaître l'enfant. Mmh. Ok, alors bon, la personne en question pourra donc te contacter hein, si elle veut plus de détails. Merci pour cette réponse. Et la dernière question, c'est la question de la médiumnité chez l'adolescent. Alors c'est un peu plus compliqué, je pense que ça ferait l'objet presque de toute Une autre une conférence. conférence, mais voilà, en termes généraux comme ça, est-ce qu'il faut le bloquer? Est-ce qu'il faut arrêter? Est-ce qu'il faut laisser? Alors, il faut pas du tout. Il faut l'idéal serait que cet enfant puisse recevoir un enseignement spirit, vous voyez. Et bien sûr qu'il ne faut pas activer cette médiumnité, ni inviter cet enfant à l'utiliser parce qu'il pourrait se mettre en danger. Vous savez, on a parlé de crise d'adolescence, donc l'enfant n'a pas de filtre, l'adolescent n'a pas de filtre, et obligatoirement, si il travaille cette médiumnité, il va être à la merci de n'importe quel esprit. Voilà, et donc ça pourrait mettre son équilibre psychologique en danger. Donc non, on va avoir un centre spirit et puis on essaie d'éduquer l'enfant, de lui faire pas lui dire que cette médiumnité c'est quelque chose de faux ou non, elle existe, mais voilà, il faut qu'il soit accompagné. Il faut lui mettre des mots sur ce qu'il vit et ne pas renier les choses en tout cas. D'accord, donc ça peut aider, donc en particulier quand l'enfant il a des manifestations spontanées qu'il n'arrive pas à contrôler. Oui, Hein. oui, Mhm. oui, oui. Hein, il y a des livres, hein, il y a comment dire, tout simplement déjà avec la lecture, les livres de la philosophie, les livres de Kardec. Hein, voilà, nous, on a eu des situations avec un jeune, les jeunes vivent beaucoup d'obsessions aussi, hein, obsessions spirituelles. Les parents vont lire un chapitre de ce livre, donc l'Évangile selon le spiritisme, avec l'adolescent. Donc, il y a un travail qui est fait à la maison, vous voyez. Mhm. D'accord, merci Morissette. Alors c'était la dernière question qu'on avait dans les chats. Alors on peut peut-être encore donner une minute ou deux si jamais il y a une autre question. En attendant, je vais en profiter donc pour annoncer donc la prochaine conférence hein, qu'on aura donc on en aura une deuxième encore ce mois-ci.
Alors, laissez-moi juste trouver l'affiche. La voilà. Voilà, donc la prochaine conférence, donc elle aura lieu le vendredi 27 novembre à la même heure, toujours 20h30, et elle sera donnée par Jean-Paul Évrard, donc de Liège en Belgique, qui est le président de la fédération de l'Union Spirit belge et aussi président du mouvement Spirit francophone. Et donc sa conférence portera sur le thème que vous voyez là, l'épreuve de la survivance de l'âme. Voilà. Et nous aurons également deux autres conférences au mois de décembre. Donc, il y en aura une qui sera donnée. Alors, normalement, ce sera le 4 décembre. Hein, surveillez bien le site Facebook, YouTube et Internet de la Fédération Spirit française. Il sera donné par Jean-Jacques Dubois et d'autres collaborateurs de son centre sur la médiumnité de peinture et le cas précis d'Augustin Lesage. Voilà. Et le vendredi 18 décembre, il y a une autre conférence qui est prévue également de Fatima Medjahed qui parlera donc du thème de l'âme des animaux. Voilà. Alors, écoutez, donc je vois, il n'y a pas d'autres conférences, pas d'autres questions pour l'instant. Donc, si jamais vous en avez encore, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou les personnes qui pourraient voir l'émission en différé. Nous irons voir de temps en temps et nous pourrons répondre donc sur le chat aux questions que vous pourriez encore avoir ou que vous pourriez encore vous poser. Voilà. Voilà, sinon, il ne reste plus qu'à vous remercier. Merci beaucoup, Morissette, pour cette très belle conférence. Merci Charles, merci à tous. Désolé pour les deux, trois petits couacs, mais bon, ça a duré peut-être quelques secondes. Voilà, puis le son, il était parfois un petit peu limite, mais il n'y a pas eu de coupure, donc on a quand même pu l'accompagner jusqu'au bout. Voilà. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir continuer à communiquer de cette manière avec vous, même en cette période de pandémie. Hein, donc, garder le contact, ce qui est très important, et surtout avoir des ressources pour y faire face. Voilà. En tout cas, merci à tous. On vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon où vous vous trouvez et à l'heure à laquelle vous visionnerez cette conférence, cette vidéo. Et nous vous donnons rendez-vous donc pour la prochaine conférence, comme nous vous l'avons dit, le 27 novembre. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup.